qui est très difficile, qui demande beaucoup d'entretien. On pense qu'elle a fonctionné correctement pendant environ 2 siècles. 1er, 2e siècle après Jésus-Christ. La voie romaine principale, du temps de sa splendeur, c'est celle qui est la plus au sud. Essayez de la faire suivre. Voilà, on arrive là, on passe à Bordeaux-Azan. On ne traverse pas la Romanche. On longe, on va vers les sources de la Rive, on va jusqu'au confluent du Vénéon et de la Romanche, on traverse le Vénéon, on monte par le Mont-de-Lan, la porte de Bons, c'est là à peu près où la souris est arrêtée actuellement, et de Mont-de-Lan, on descend vers le Chambon, et on se déplace en allant vers donc la Grave, le Lautaret, Montgenèvre, Briançon, Turin. Voilà. Et on pense donc à peu près à partir de 300 après Jésus-Christ, une nouvelle voie un peu plus longue, beaucoup plus facile d'entretien et même d'accès. Par contre, il y a plus de dénivelé, on va voir pourquoi. C'est la voie qu'on trouve plus au nord. Alors, on la suit, vous voyez, elle va jusqu'à Almont, elle passe à Auze, on est par là, on est à Auze, on monte vers l'Alpe d'Huez en passant le col de Poutran par là, le col de Poutran c'est par là. Alors, le col de Poutran, c'est 2000 mètres d'altitude. On part donc d'Almont, on monte à 2000 mètres d'altitude. On traverse le plateau de l'Alpe d'Huez, on descend pour traverser Sarenne au Gard, on redescend à nouveau à 1400 mètres, on remonte au col de Cluis à 1800 mètres, et après on descend vers Misoing ou le Fresnay, on ne sait pas trop à ce moment-là. Ici. Donc vous voyez, il n'y a plus de dénivelé, mais beaucoup plus facile d'entretien, il n'y a pas des passages périlleux comme Bons, etc. Ou même la plaine de Bordeaux-Azan qui était marécageuse et les fonds détruits par les crues de la Romanche, etc. Alors on arrive donc à ce fameux camp des Forçats. Alors pourquoi on l'appelle camp des Forçats? Le nom me semble mal choisi. C'est la tradition orale, je me rappelle très bien, ma grand-mère appelait toujours ça le camp des Forçats. Il y a 100 ans, on appelait ça le camp des Forçats. Je préférais qu'on l'appelle, moi, le camp romain. Pourquoi ces camps auraient pu être créés? À partir de 350-400 après Jésus-Christ, l'Empire romain a un énorme problème. Il est envahi de toutes parts par des gens qui viennent du nord, les Germains et autres. Ceux qui viendront ici, ce sont plutôt dans l'Oisans, ce sont plutôt les Burgondes. Et à ce moment-là, Rome, l'Empire romain, a entre 28 et 30 légions. C'est énorme. Alors, sur ces 28 ou 30 légions, il y en a 25 qui sont stationnés à la périphérie de l'Empire romain. À peu près 18 à 20 qui sont le long du Rhin, du Danube, pour se protéger de cette partie-là. Il y en a 3 en Angleterre en permanence, parce que les Anglais sont terribles, comme toujours, ça n'a pas changé. Et il y en a aussi 7 ou 8 qui se trouvent aux frontières de la Perse pour se protéger de l'Empire perse. Il n'en reste que 4 ou 5 pour le reste à l'intérieur de l'Empire romain. Je vous dirai où elles étaient placées après. Alors les 4 ou 5 qui restaient à l'intérieur de l'Empire, il y en avait une qui était en Italie en permanence. Il y en a une qui était dans le nord de l'Espagne, en Galice à peu près, parce que là-bas, les Romains avaient d'énormes problèmes, il y avait des insurrections permanentes. Il y en avait une en Afrique du Nord, qui contrôlait toute l'Afrique, donc ce n'était pas un endroit critique pour eux, ça fait 3. Il y en avait une en Illyrie. L'Illyrie, ça correspond à peu près à la Yougoslavie actuelle, parce que c'était la voie où les barbares, quand ils arrivaient du nord, pour venir sur l'Italie, passaient par les Illyries, donc ils avaient laissé une légion là. Donc, ce n'est pas avec les légions que les Romains allaient pouvoir se protéger des envahisseurs. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, les Romains, ils ont délégué. Ils ont dit à chaque région, à chaque province, d'organiser eux-mêmes leur défense. Et ça s'est fait par des choses assez simples, c'est-à-dire que c'était des petites garnisons, on appelle ça une cohorte. Une cohorte, grosso modo, c'est 6 centuries, c'est-à-dire 600 personnes, 600 soldats, qui se mettaient en des points stratégiques. Alors, quels étaient les points stratégiques?
c'était l'école, les rivières et les ponts, et certains carrefours importants. C'est pour ça que le col de Cluis était peut-être un point stratégique, parce qu'on contrôle à ce moment-là aussi bien l'arrivée du côté de l'Alpe d'Huez que le départ du côté de vers la Grave. Alors des enclos comme celui qui a à Cluis, les archéologues en ont trouvé dans l'Empire romain de nombreux, à d'autres endroits. Il y a eu une émission à la télévision il y a quelque temps sur Arte, une américaine d'ailleurs qui fait des recherches, qui en a trouvé un camp qui a tout à fait les mêmes dimensions que celui-ci, sur le bord du Danube. Alors ça porte un nom, je vous le donne à titre d'information, en latin ça s'appelle Clausurae, c'est-à-dire ça s'écrit C-L-A-U-S-U-R-A-E. C'est un nom typique qui représente ceci. Alors, pourquoi est-ce que ça nous fait penser à un camp qui est d'origine romaine? À mon avis, il y a plusieurs raisons. La situation, on en a parlé. La construction, c'est-à-dire qu'il y a eu à l'origine un fossé. Alors, attends, voilà, un fossé, là on voyait bien. Vous voyez, un fossé. Ce fossé fait à peu près, maintenant il est un peu comblé, mais il faisait à peu près 2 mètres de large sur 50 cm de profondeur. Et les Romains, quand ils faisaient un camp, quand ils faisaient le fossé, mettaient toujours la terre à l'intérieur du camp. Si bien que le fossé ne faisant que 50 cm sur 2 mètres, quand on met la terre à l'intérieur, on est déjà monté au moins de 50 cm. Si bien qu'on est déjà à 1 mètre d'auteur. Et là-dessus, on met des pierres encore. Si bien qu'on est très bien protégé. Et ça, c'est typiquement romain. Tout à l'heure, on verra une autre photo, donc on pourra la voir tout de suite. C'est la dernière photo de la série, là, voilà. Alors, cette photo, c'est une photo que j'ai faite, moi, non, c'est une photo de Google, ceci, donc, pris, donc, vous voyez, c'est marqué, hein. Vous voyez, là. Alors, tu repères où est le chalet, on le voit pas, mais tu vas nous dire où c'est qu'il est. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ben tiens, mais il y en a plusieurs camps, alors. Donc il n'y a qu'une seule chose dans ces cas-là, c'est prendre ses jambes à son cou et vite d'aller voir. Et si ceux qui sont demain, je vous conseille vivement moi d'aller faire la promenade, il y en a pour 10 minutes à pied pour y aller, vous allez voir que ça n'a rien à voir avec le camp qu'on appelle le camp des forçats. On voit bien un enclos qui a à peu près la même dimension, mais les pierres ne sont pas du tout empilées. Elles sont jetées par terre comme ceci. Il n'y a pas de fossé, il n'y a pas de gros blocs. Simplement, c'est probablement été un enclos pour parquer des bêtes ou quelque chose comme ceci. Ça n'a rien à voir avec la construction de ce qu'on appelle le camp des forçats. Alors donc j'ai dit que c'était le site, la façon de construire, les dimensions, 300 mètres par 100 mètres, c'était classique des clausurae. Hein. Et deuxième chose, également, ce que faisaient les Romains, voilà, c'est ça. Donc le camp, on voit le mur du bas du camp, donc le camp est de ce côté-là. Et donc cette partie droite qu'on avait vue tout à fait au début, là, c'était souvent le complément d'une fortification. C'est-à-dire le camp protégeait bien un côté, et comme ils avaient un fossé en face, ça protégeait également le passage pour l'autre côté. C'est pas très haut, hein. Pour monter à pied, il faut 5-10 minutes. Hein. Il est en partie comblé, bien entendu. Alors, pour terminer simplement, pourquoi cette tradition orale du camp des forçats? D'après ce que j'en connais, c'est parce que les anciens gens, tout le monde, ceux d'Auris, ceux du Freinet, je ne sais pas trop, mais ceux d'Auris, mais ma grand-mère, mes grands-parents me disaient en particulier, que les Romains avaient exploité la mine de Brande à l'Alpe d'Huez. On est sûr maintenant qu'ils ne sont jamais, les Romains n'ont jamais exploité la mine d'argent. Ils ont peut-être exploité d'autres choses, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas exploité la mine de Brande. Et les Romains, quand ils exploitaient une mine, ce n'était pas eux qui exploitaient, c'était toujours des prisonniers, des forçats. Donc la tradition, elle viendrait du camp des forçats. Et il y a une deuxième tradition que j'ai toujours entendu, mais dont je n'ai jamais pu vérifier, c'est qu'il disait que les Romains à Brande n'exploitaient pas l'argent, mais exploitaient la barytine. La barytine, en fait,
et la gangue et l'enveloppe du minerai d'argent. C'est ces immenses tas blancs que l'on voit à côté de la mine de bronze, etc. Et que cette barytine servait à fabriquer la fameuse couleur pourpre. Je n'ai pas trouvé dans aucun document que la barytine servait à ça. Hein. Alors donc, je crois que la tradition orale camp des forçats vient de là, moi. Mais moi, je pense qu'il n'y a jamais eu de forçats, alors les Romains n'ont pas exploité. Ils sont passés, c'est sûr, parce qu'on voit encore bien les traces de la voie romaine sur le plateau de la Péduère. Mais je pense qu'ils n'ont jamais rien exploité là. C'est une tradition qui s'est déformée au cours du temps. Hein.